été émus comme moi par la force de ces femmes qui, collectivement et en même temps individuellement, parcourent le monde pour s'aider entre elles et leur donner des moyens de mieux vivre leur liberté. Donc moi j'ai la chance de pouvoir continuer ce qui vient d'être donné grâce à Agata Tcherniaska. J'ai dû mal prononcer votre nom, pas trop mal. Bon, en tout cas, je remercie Agata d'être venue de Pologne où, comme vous le savez, les droits des femmes sont très malmenés parce que Agata les défend. Vous pouvez l'applaudir. Merci pour vous d'être venu ici pour votre intérêt pour les droits des femmes. But I'm going to continue in English later on. On peut applaudir aussi Rokhaya Diallo qui est venue ici pour témoigner aussi de tout le travail qu'elle fait. Et puis Françoise Girard qui est venue exprès des États-Unis pour expliquer ce qui se passe depuis qu'un certain président a réussi à être investi. Donc, vous voyez, les droits des femmes, on le disait tout à l'heure dans notre petit débat entre nous, avant d'être sur ce plateau, les droits des femmes sont l'indice d'une liberté démocratique. Et généralement, les avancées de la démocratie se vivent consubstantiellement avec l'avancée des droits des femmes. Or, nous vivons, aussi bien en Europe que dans certains autres pays, peut-être une régression de la démocratie, en tout cas un affaiblissement des principes démocratiques, et que nous risquons, nous, en France, de prendre de plein fouet dans un espace de temps très restreint. Mais nous allons peut-être commencer à parler de ce qui se passe en Pologne. Agnieszka, pouvez-vous nous dire comment s'est passée cette élection et pourquoi les droits des femmes, qui sont allés de pair, la régression des droits des femmes, qui sont allés de pair avec la régression des libertés publiques et la régression de toute possibilité d'expression de cette liberté, comment cela a-t-il été possible? Unfortunately, it's Agata. Je m'appelle Agata et pas Agnieszka. Yes, I find the question very pertinent. Oui, votre question est très pertinente. Alors, tout début, lors des dernières élections législatives et parlementaires, le sujet des droits des minorités, des droits des femmes. Alors on m'a demandé de dire bonjour aux femmes qui sont à Varsovie et toutes les femmes qui sont en Pologne qui nous regardent en streaming et que Dieu vous bénisse à vous toutes qui nous écoutent. Et je vais continuer en anglais parce que je suis beaucoup plus à l'aise en anglais qu'en français. Il y a une traduction simultanée pour les... Oui, oui. Le sujet des droits des femmes n'a jamais été abordé lors des élections ou dans les campagnes électorales. Vous savez bien sûr que nous avons une première ministre femme. C'est une femme qui est première ministre. Et elle est relativement bien connue de par l'Europe. Et c'est une personne et je pense qu'il pourrait très bien prendre la place de Marine Le Pen. Et c'est une femme qui a un point de vue très misogyne et elle a une approche très masculine de la politique. Alors nous avons finalement oublié de faire respecter nos droits, et ce avant la transition, ou ce que nous appelons la République populaire de Pologne. Alors les droits des femmes, ce n'était pas acquis, loin de là, mais il y avait quand même une certaine égalité. Et parce que c'était nécessaire pour un pays en développement de mettre en avant les droits des femmes, parce que l'économie a besoin des femmes.
Et oui, on était sur un terrain d'égalité. On n'avait pas forcément les mêmes droits, mais on nous appréciait. Mais après la transition, c'était un des sujets qui est parti à la trappe. La loi de 1993 qui a réduit l'accès à l'avortement à 3 exceptions. Vous les connaissez certainement, mais je vais les réitérer. Donc l'avortement n'est légal en Pologne que si on est violé, ou s'il y a un risque grave à la santé ou à la vie, ou lorsque le fœtus est difforme et qu'il y a peu de chances qu'il survive. En dehors de ces 3 cas, vous êtes obligé de donner naissance, alors avec un taux de natalité de 1,3. C'est pas la règle qui est la mieux respectée. Il y a des avortements à droite et à gauche de partout. Alors, donc, Lugano, ça a été vraiment le point de rupture, parce que lorsque on va à l'étranger, on peut avoir des avortements légalement et en toute sécurité. L'expression de la lutte des femmes et comment elles ont réussi à faire reculer votre gouvernement en Pologne? Alors, le gouvernement au pouvoir en ce moment est un gouvernement catholique, conservateur, et qui est très étroitement lié à l'Église catholique en Pologne et d'autres groupes d'obédience catholique. Et ces groupes catholiques ont fait beaucoup de lobbying pour une interdiction totale de l'avortement et pour mettre un terme à toutes les exceptions. Et ils ont fait ce qu'ils appellent l'initiative citoyenne, un texte de loi, un projet de loi a été signé par 100 000 personnes. Il est nécessaire d'avoir 100 000 signatures et des signatures manuscrites. Et donc il faut faire signer les pétitions dans la rue et les gens doivent les signer en personne. Et avec le soutien des différentes paroisses, des prêtres, de l'église, des curés. Donc ça n'aura pas posé trop de problèmes pour justement rassembler le nombre de signatures exigées. Et lorsqu'ils ont commencé justement d'aller chercher des signatures, et on s'est dit que la loi va être adoptée parce que le gouvernement est tellement conservateur et ils ne vont jamais imaginer aller contre ces pétitions. Et donc nous avons rédigé notre propre version de la loi et nous avons pu rassembler 250 000 signatures, 250 000. Et le Parlement était obligé lire, d'examiner le projet. Le projet de loi a été rejeté à la première lecture lors de la séance du Parlement de la fin du mois de septembre. Et à ce moment-là, c'était la catastrophe. Et moi, j'étais à une manifestation qui a eu lieu au mois de septembre, avant le lundi noir, et ça, vous en avez entendu parler, bien sûr. Et le gouvernement a enfin compris que les femmes, eh bien, nous sommes là, nous existons, et que les femmes ont du pouvoir et ont les moyens d'agir. Et de nouveau, et on peut tous, par exemple, dire nous n'allons plus accomplir les tâches ménagères. Et ça, c'était le début. Et le projet de loi des conservateurs qui a été examiné et lu par notre projet, je ne sais pas si je suis tout à fait claire. Il y avait 2 projets, un libéral, l'autre très conservateur, 2 versions. Et la version libérale a été rejetée et le projet des conservateurs a passé la première lecture, mais a été rejeté après les démonstrations
Néanmoins, nous avons toujours ces 3 exceptions. Il n'y a que dans 3 cas où l'avortement est considéré légal pour les femmes qui désirent avorter, qui ne veulent pas avoir un bébé autrement. Il faut aller sur Women on Web ou Women on Waves ou ce qu'on appelle faire du tourisme. Quel est l'état des libertés des femmes dans votre propre pays, la Pologne, Agnieszka? Toujours Agatha. Agatha, pardon. Agnieszka, Agatha. Quel est l'état? Well, let me think a little bit. Donc, laissez-moi réfléchir. Bon, donc, sur le papier, il y a égalité, à part le fait de ne pas pouvoir décider de ce que l'on fait de nos corps. La loi prévoit que salaire égal, et égalité des droits dans tous les domaines de la vie publique. C'est la Constitution qui le prévoit, qui le dit. C'est inscrit dans la Constitution. Et nous sommes aussi, bien sûr, nous devons respecter par les directives européennes concernant l'égalité hommes-femmes. Mais le problème, c'est que ça, c'est sur le papier. C'est ça le souci. Et maintenant, à savoir ce qu'il en est de la mise en œuvre de cette égalité des droits ou de la non-observance de ces droits. Alors là, il y a certainement énormément à redire. La situation est certainement plus enviable dans les villages que dans les zones urbaines. Mais ce qui fait le plus mal, c'est que ces lois, ces directives ne sont pas respectées. C'est la raison pour laquelle nous continuons avec nos manifestations. Et donc, le sujet de la violence faite aux femmes, très important pour nous, la violence d'État, qui s'exprime par le biais de lois ou de projets de loi mal conçus, mal écrits, ou d'autres, et aussi des retraits de projets de loi qui ont pour but de protéger la femme, et aussi la violence domestique qui n'est pas prise en compte comme elle devrait l'être. Et aussi, nous nous battons contre la militarisation de notre société. Oui, la Pologne, en ce moment, est très axée sur les héros de guerre et de mettre en avant ces héros de la guerre. Comment est-ce qu'on les appelle en anglais? Alors, les soldats, c'est membres des milices et qui avaient été mises en place après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, nous faisons de notre mieux pour moderniser notre société et il ne faut pas oublier quelle était l'origine de la modernité, quels étaient les principes de la modernité. C'était la reconnaissance de l'égalité entre hommes et femmes. Et c'est vrai que nous sommes très, très en colère. Nous avons la rage au ventre. Et chaque semaine, les conservateurs nous sortent des surprises du chapeau au sujet du respect des droits des femmes. On reviendra sur la lutte des femmes en Pologne. Françoise Girard, vous qui travaillez aux États-Unis depuis très longtemps et qui vivez donc les soubresauts de cette démocratie pour le moins singulière, on parlait de la solidarité des femmes et de la manière dont les femmes collectivement avaient réussi à empêcher cette entaille juridique aux droits des femmes par le gouvernement conservateur polonais. Comment comprenez-vous qu'une majorité de femmes blanches ait voté pour Donald Trump malgré sa campagne misogyne et extrêmement méprisante et insultante pour les femmes? Thank you, Laura.
Merci beaucoup, Laure. Moi aussi, je vais m'exprimer en anglais parce que c'est vrai que les gens qui m'écoutent sont aux États-Unis. Alors, nous avons des patriarcats féminins. Et je suis sûre qu'il en existe ici aussi, qui ont décidé qui insistent pour la préservation de ce système patriarcal parce qu'elles pensent qu'elles vont en bénéficier. Alors voilà ce que nous avons pu observer. Mais il y a aussi une mobilisation incroyable qui a lieu en ce moment aux États-Unis avec des mouvements sociaux qui se réunissent pour dire non. Et en disant ce n'est pas ça les États-Unis de l'avenir. Et je dois être tout à fait clair, ça avait démarré avant l'élection de Donald Trump et cette dynamique de ces organisations transsectorielles avait démarré justement avec le mouvement pour Black Lives, la vie des Noirs, Black Lives Matter, et aussi les femmes musulmanes, et parce qu'il y a eu tant de violence et de brutalité perpétrée par les forces de l'ordre, la police, et en réaction, il y a eu de plus en plus de mouvements qui ont vu le jour, et les femmes déclarent que ça ne va pas être le combat juste des personnes noires. Il faut que tous les mouvements sociaux se réunissent là-dessus. Et on va le même pour les migrants et les musulmans. Et les jeunes, tout particulièrement, s'intéressent au fait qu'il faut avoir une analyse transsectorielle, on va dire. Et en janvier, à Washington, D.C., dans toutes ces marches pour les femmes, il y avait presque 700 de ces marches. Donc, tous les sujets ont été mis sur la table, les droits des migrants, la justice raciale, l'environnement, la paix, la sécurité, la brutalité de la police, les droits de la reproduction, la justice, et qui étaient menés par les femmes. Le mouvement des femmes a pu justement rassembler les gens, les organiser, mais le message était bien sûr très étendu. Pour moi, c'est très encourageant en dépit des... Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, on a toutes les raisons de ne pas être optimiste, et c'est un petit peu... moi, j'entrevois le pouvoir qu'ont ces mouvements sociaux qui vont pouvoir faire naître quelque chose de beaucoup plus puissant. Alors quand on travaille en silo, les droits du travail de ce côté-là, la protection de l'environnement, là, c'est facile justement de nous diviser pour mieux nous combattre. Et parce qu'ils font croire aux gens que si ce mouvement-là gagne quelque chose, ça va être au détriment d'un autre. Non, mais je pense que si on peut justement s'unir, on pourra inspirer un plus grand nombre. Et c'est beaucoup plus difficile justement de nous diviser face à l'obscurantisme aux États-Unis. Et ça, nous l'avons remarqué au sein de mon organisation, la Coalition pour la santé des femmes, qui travaille sur les droits à l'avortement, la contraception, la sexualité, l'éducation, la prévention du VIH pour les adolescents, des sujets qui sont sujets à polémique. Et lorsque nous sommes dans nos programmes de sensibilisation aux Nations Unies, et lorsque nous faisons partie justement des mouvements des droits des femmes, c'est difficile de nous extirper. Et si nous sommes seuls, et si tout ce qu'on demande c'est des droits à l'avortement, c'est facile justement de nous mettre de côté, de nous marginaliser. Non, on n'est pas encore prêt, ça viendra plus tard, on va travailler sur un autre sujet d'abord. Et ça, je pense que c'est essentiel de réaliser que si on s'unit, on a beaucoup plus de force. Merci beaucoup, François. Comment comprenez-vous, dans le sens non pas adhésion, mais comment décryptez-vous cette campagne de Donald Trump si violente contre le statut de la femme? À quoi cela lui a-t-il servi? Et est-ce que c'est l'indice d'une remanifestation d'un pouvoir patriarcal aux États-Unis? It served him
Et bien sûr, ça lui a été très utile pour sa campagne. Alors moi, je vis à New York City et j'ai parlé à un nombre de personnes qui ont connu Donald Trump point de vue social. Ils n'ont jamais considéré comme un conservateur et se demandaient même s'il avait une opinion. Non, je pense qu'il était plutôt en faveur de l'avortement. Mais il y a un moment, au début de sa campagne, où il a réalisé que pour gagner les élections, il allait avoir besoin des conservateurs sociaux et aussi des votes des évangélistes. Donc, il a passé un accord avec eux par le biais de Mike Pence, son vice-président. Et Mike Pence est un conservateur qui est très et qui est anti pur et dur. Et donc ça, c'est le gars, lorsqu'il était le gouverneur de l'État de Indiana, a signé une loi qui aurait forcé les femmes à faire des enterrements pour du tissu fœtal. Donc, si vous avez eu une fausse couche ou un avortement, il aurait fallu célébrer, faire une cérémonie pour l'enterrement de ce fœtus. Alors, donc, il était en train d'envoyer un signal. Il n'avait pas besoin d'en dire tant que ça, mais c'était un signal clair aux conservateurs. Vous allez avoir votre homme au sein de l'administration. Alors maintenant, il faut qu'il fasse ce qu'il a dit, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils veulent, eux. Ils veulent donc revenir à cette ère où la femme était à la maison et elle épousait un homme et où elle s'occupait de la famille, des enfants, où elle était justement à la cuisine, les pieds nus, enceinte. C'est ça la vision de la femme, de ces gens. Alors c'est voir qu'on voit pléthore de lois qui sont adoptées par les États, différents États des États-Unis sur l'avortement, et j'espère qu'on se retrouve à la Cour suprême des États-Unis où ce ne sont pas les mêmes juges qui officient. Et certaines des lois symbolisent cette vision. Alors, dans le Oklahoma, la femme doit avoir la permission de l'homme pour se faire avorter. Donc, il faut qu'elle obtienne l'autorisation du géniteur, le père, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, peu importe, pour pouvoir se faire avorter. Alors, ça, c'est une vision totalement archaïque, obsolète, et qui est vraiment ancrée dans l'administration. Alors, au troisième jour après son élection, la première chose qu'il a faite, c'est donc de signer le gag rule, qui est une restriction à l'assistance étrangère, toute organisation étrangère qui mentionne le mot avortement dans une clinique ou qui a un petit flyer sur l'avortement. Si cette organisation veut participer au débat démocratique sur la légalisation de l'avortement. Donc ça, c'est aussi interdit. Alors, de nouveau, donc vous êtes bâillonné, gag, bâillonné. C'est pour ça qu'on appelle ça la loi du bâillonnement. Et donc ça a été étendu par l'équipe de Trump pour justement interdire tous les financements. Et donc ces ONG internationales ne peuvent pas recevoir des fonds si elles parlent d'avortement. Et le but, bien sûr, c'est de stigmatiser l'avortement et finalement d'arrêter tout financement à ces organisations qui aident les pays en voie de développement et dans les pays surtout où les femmes ont si peu accès aux soins de la santé. Une élection aux États-Unis a été suivie d'une énorme manifestation comme celle qui s'est passée à Washington, dans d'autres villes américaines, mais aussi partout dans le monde. On reviendra aussi à ce qui s'est passé à Genève. Pouvez-vous nous expliquer l'importance, l'ampleur et les conséquences de cette manifestation? Alors, je vais le dire en français parce que je me suis déjà exprimée, je trouve, sur la manif en anglais. Alors, effectivement, il y avait même une manif en Antarctique. Hein? Oui, c'est extraordinaire. Les femmes sont partout. Il y a des femmes partout. Il y a des femmes partout. Elles font plein de choses partout, même en Antarctique. De la recherche là-bas. Donc, non, effectivement, c'était extrêmement important parce que c'était, comme je le disais, ce moment de mobilisation de tous les mouvements sociaux progressistes de tous les secteurs. Alors vraiment, il y a eu une prise de conscience qu'il ne s'agissait pas... Évidemment, il a commencé par attaquer les droits des femmes, ce que font tous les populistes, les autoritaires populistes de partout en Pologne. Hein, ils commencent toujours par ça. Il manque d'imagination, d'ailleurs, je trouve. Mais c'est la même chose en Turquie, c'est la même chose en Inde, etc., en Russie. Bon. Et
Oui. Brésil, oui, ben, au Brésil, ça dure depuis longtemps, ça c'est une autre histoire. Mais effectivement, il commence toujours par ça. Donc, les droits de la femme, et en particulier les droits de la reproduction, on est, comme on dit, le canari dans la mine. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui va mal tourner, ça va commencer par ça. Mais évidemment, c'est un signe, ça, ces attaques-là sur les droits des femmes, c'est un signe d'une intention de s'en prendre aux droits de la personne de façon globale. Hein. Ça, il faut le comprendre. Ce n'est pas autre chose, les droits de la femme. C'est fondamental aux droits de la personne. Et c'est, comme vous le disiez, c'est fondamental à la démocratie. Qu'on ne peut pas avoir une démocratie réelle et des droits fondamentaux réels quand les femmes, qui sont plus de la moitié de la population, ne peuvent pas contrôler leur corps, leur destinée, leur sexualité, leur reproduction. C'est pas accessoire. Et ça, il faut vraiment le dire, c'est fondamental. Alors, quand on dit on ne va pas encore parler de l'avortement, parfois on se regarde, on dit on ne va pas encore parler de l'avortement. Mais il faut en parler puisque c'est fondamental. Et on ne peut pas en sortir, on peut pas sortir de la question de l'égalité des femmes sans s'adresser à ça. Donc, il y a eu évidemment cette crainte dès que Trump a été élu en novembre, on a compris qu'il y aurait cette attaque. Mais aussi, on a compris, parce qu'il avait dit qu'il allait s'en prendre aussi à l'environnement, aux accords de Paris sur le changement climatique, qu'il allait s'en prendre aux migrants. Il l'a dit très clairement, je vais construire un mur avec le Mexique et je vais expulser tout le monde, et en plus, c'est le Mexique qui va payer, etc. Donc, ça pouvait sembler farfelu, mais nous, on le prenait au sérieux. En général, quand les gens disent des choses comme ça, moi, j'ai tendance à les prendre au sérieux. Et effectivement, on avait raison. Et donc, les mouvements sociaux ont compris qu'il fallait s'unir et non pas manifester lundi les migrants, mardi les femmes, mercredi l'environnement. Mais au contraire, de comprendre que tout ça, c'est la même chose, que les migrants vivent sur la même planète que nous, que les migrantes, elles sont aussi des femmes, et que ce combat-là, c'était le même combat, et que tout le monde en avait vraiment un intérêt sérieux à s'unir. Et c'est ce qu'on a fait. C'était pas facile. Hein. Il a fallu créer une plateforme. Il y a une plateforme commune pour la manif qui a demandé pas mal d'efforts. Nous, notre association, on était membre, on était partenaire de la manif. Et il y a eu des débats à savoir si effectivement l'avortement, c'était un principe de base. Et il y a eu un petit flottement à un moment donné, puis on s'est dit, mais évidemment, ça l'est. Donc, s'il y a des groupes qui veulent s'associer à la manif et qui ne croient pas à l'avortement, au droit à l'avortement, alors ils peuvent venir, mais ils ne peuvent pas être partenaires de la plateforme, puisqu'ils ne souscrivent pas à la plateforme. La même chose pour les droits des travailleurs du sexe. Hein. Il y a eu un autre débat là-dessus, à savoir, est-ce qu'on reconnaît que les travailleurs et les travailleuses du sexe ont le droit de s'associer et de défendre leurs droits? Et ça a été, parce que vous savez, il y a un débat au sein du mouvement féministe là-dessus. Et finalement, on a reconnu que les travailleurs, travailleuses du sexe devaient être représentés dans la plateforme. Donc, il y a eu des moments chauds, mais on a compris qu'il fallait s'unir et ça a créé quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'étais là à Washington avec mon équipe et d'autres. Et quand on était arrivé, il était 8 heures le matin et il y avait tellement de monde qui arrivait. C'était des flots de gens qui sortaient du métro, mais quelque chose de... Et là, j'ai la chair de poule à vous en parler. J'ai encore des frissons à y penser. C'était extraordinaire. Il y avait tellement de monde, des hommes, des femmes, des jeunes, des familles, de tout le monde, de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les persuasions religieuses. C'était magnifique. C'était un moment historique. Et on a fait quelque chose d'important là, qui continue. Il y a eu une manif là, le 8 mars et ça continue. Il y a plein de choses qui sortent de ça qui, je crois, vont nous donner l'énergie de survivre ces 4 prochaines années. Lui, Trump, il s'y voit pour 2 mandats, hein, donc il faut s'armer de beaucoup d'énergie. Mais quelles vont être les conséquences de cette mobilisation et est-ce que cette société civile va continuer à pouvoir faire une opposition systématique ? À date, ça marche quand même pas trop mal parce que bon, il y a évidemment les manifs, mais il y a aussi énormément d'actions politiques et associatives. C'est extraordinaire. Et citoyennes. Vraiment. Bon, dans chacun des districts où les représentants à Washington doivent se présenter de temps à autre pour voir leurs électeurs, il y a ce qu'on appelle les town halls. Donc, ce sont des réunions de village, si on peut dire, où tout le monde a le droit de venir pour poser des questions directement aux représentants élus. Et là, c'est bondé, c'est plein, les gens font la queue. Et les gens, vraiment,
racontent leurs histoires personnelles. Par exemple, là, il y a tout un débat sur l'assurance maladie, le Obamacare, et les gens sont vraiment extrêmement mobilisés. Et les représentants au Congrès, même les républicains, ont peur. Là, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Comme ce qui s'est passé en Pologne, tout à coup, ils se rendent compte qu'il y a des conséquences à poser ces gestes-là et à faire des bêtises. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis... En fait, qu'on n'a jamais vu comme ça, peut-être depuis la guerre du Vietnam. Donc, c'est très fort. Moi, j'ai de l'espoir. Et vous, Rokhaya Diallo, comment vous voyez votre féminisme ? Et comment vous agissez contre cet état de fait? On a toujours l'impression que quand on défend nos libertés, c'est comme si on les avait pour toujours. Et puis là, on voit objectivement, aussi bien aux États-Unis, dans certains pays d'Europe comme en Pologne, en France, ça ne va pas bien non plus, hein, on y reviendra. Comment se fait-il que les droits des femmes ne sont pas sédimentés pour toujours, sont toujours très fragiles et qu'il faut toujours lutter pour pouvoir non seulement les conserver, mais en plus les faire avancer? Bonjour, merci. Déjà, pour commencer, je remercie le festival d'avoir organisé cette table ronde et de m'avoir permis de découvrir ce documentaire que je trouve vraiment formidable et porteur d'espoir, et en même temps, il nous donne conscience du chemin qui reste encore à parcourir. Pour répondre à votre question, je pense qu'elle fait écho au titre du débat qui dit que le combat féministe est une lutte permanente. Je crois vraiment qu'il ne faut considérer aucun combat comme étant un combat linéaire avec des évolutions successives qui ne reculent jamais. Je crois que quand justement des groupes opprimés parviennent à obtenir des droits, ils remettent en question les groupes dominants et leurs privilèges, et ces groupes dominants réagissent de manière souvent extrêmement violente, et c'est valable pour la question des luttes féministes, mais aussi pour tout ce qu'on entend autour des migrants, la montée du racisme. Tout ça se fait écho, et je crois que c'est vraiment lié au fait qu'il y a eu des groupes qui ont été dominants pendant des siècles et qui voient que finalement leur statut questionné. Et je crois que quelque part aujourd'hui, les femmes payent l'arrogance qu'elles ont eu d'oser prétendre au même statut à la fois juridique et social que les hommes. Et ça se voit partout. Effectivement, on a évoqué la Pologne, les États-Unis. En France, ça prend d'autres formes, mais c'est pareil. En France, en fait, les choses ne sont pas acquises. Ne serait-ce que l'appréhension du mot féministe. Je sais que les femmes de ma génération le refusent, en fait. Le fait de se revendiquer comme féministe, c'est quelque chose qui est même stigmatisant, en fait. On a tout un imaginaire autour de la femme féministe qui est un imaginaire qui n'est pas vraiment très vendeur. Et il y a beaucoup de femmes qui, même si elles sont favorables en fait, à l'égalité femmes-hommes, disent qu'elles ne sont pas féministes parce que c'est quelque part c'est invalidant en fait, socialement. En même temps, j'ai l'impression que chez les plus jeunes femmes, en fait, les femmes qui sont peut-être... J'entends plus d'adolescentes et de femmes qui ont la vingtaine se dire féministes. Donc je crois que... ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a à notre disposition des outils comme les réseaux sociaux qui permettent à de nouvelles voix d'émerger. C'est à la fois, les réseaux sociaux, Internet sont à la fois une force parce que, on l'a vu dans le documentaire avec Women on Web, une force de connexion qui permet de diffuser du savoir de manière extrêmement massive, mais en même temps une force d'oppression incroyable. En France, nous, sur la question de l'avortement, ce à quoi on a dû faire face récemment, c'est vraiment la terreur technologique et numérique, c'est-à-dire que aujourd'hui, les jeunes femmes, en fait, qui souhaitent, les femmes, en tout cas de manière générale, qui souhaitent se renseigner sur les possibilités en fait, de mettre fin à leur grossesse sur Internet, lorsqu'elles tapent IVG sur Internet, en fait, elles tombent sur des sites qui sont anti-IVG, donc qui se présentent en fait comme étant des sites d'information avec un faux habillage, avec un peu l'image de la République, etc., etc. Et en fait, ce sont des sites qui donnent accès à des informations qui les dissuadent finalement d'avorter. Et ça, c'est vraiment un combat à mener, donc finalement qui a été pris en compte très très récemment par le gouvernement français, qui a donné lieu à des lois pour lutter contre cela, mais c'est aussi grâce à des activistes qui travaillent en ligne, sur les réseaux sociaux, etc. Donc on voit vraiment que finalement... non seulement le combat féministe n'est pas linéaire, mais en plus, le recul peut venir de très jeunes personnes. Et ça, c'est vraiment important de se dire que ce n'est pas forcément les personnes les plus âgées qui sont les plus conservatrices. Moi, mercredi dernier, j'ai débattu avec une femme qui a 24 ans, qui est aujourd'hui l'égérie de l'antiféminisme, qui, dans un débat, a dit que les femmes étaient moins bien payées parce qu'elles étaient moins performantes. Et ce sont ces termes.
et qui dit que voilà, aujourd'hui, on n'est pas obligé de se revendiquer comme étant féministe, et qui remet en question effectivement cette question de l'avortement qui était considéré comme un acquis. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir cette vigilance-là par rapport au fait que les choses n'avancent pas toujours et que la vigilance doit être permanente. Et c'est vraiment ça le piège, c'est de croire que le combat de nos aînés, en fait, est acquis pour toujours. Il faut vraiment continuer à se mobiliser pour les droits, non seulement pour les droits qui sont déjà acquis, mais pour ceux qui sont encore à acquérir. Et puis après, sur la définition du féminisme, moi ce que je dis toujours, c'est que je me considère vraiment comme une féministe intersectionnelle et décoloniale. Je trouve que alors ça, Françoise tout à l'heure a employé ce mot, je sais que vous le revendiquez, et c'est vrai que c'est un nouveau mot dans le combat des femmes. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'il recouvre ? Il recouvre le fait que dans les identités féminines et féministes d'ailleurs, il y a vraiment une complexité. Et il y a des femmes qui sont victimes de plusieurs oppressions, qui sont à la fois victimes du sexisme, mais aussi du racisme, parfois de la transphobie, de l'homophobie, du classisme, de l'agisme, enfin de plein de choses, et que le combat féministe en fait ne peut pas se placer uniquement à un point qui est le point de vue souvent des femmes qui sont dominantes socialement et qui sont blanches. Il doit aussi tenir compte des femmes qui occupent d'autres espaces et aussi des espaces qui sont des espaces marginalisés, et que parfois les victoires de femmes favorisées se font parfois au détriment des femmes qui le sont moins, ne serait-ce que... Enfin, c'est une question qu'on pose, et il ne s'agit pas évidemment ici de porter un jugement, de stigmatiser les femmes qui sont émancipées à travers le travail, mais c'est vrai que ce qu'on observe, c'est que l'émancipation des femmes occidentales, plutôt blanches, par le travail, le fait qu'elles aient accès à la sphère en fait professionnelle, c'est fait qu'elles ont eu davantage de temps pour s'impliquer dans le travail, donc elles ont dû libérer du temps de travail domestique, et en fait ce ne sont pas les hommes qui ont pris en charge ce temps de travail domestique, mais souvent des femmes qui sont soit des femmes immigrées, soit des femmes non blanches. Et finalement, merci. La victoire ne s'est pas opérée pour toutes les femmes, et moi je suis très très frappée quand je vais dans des banlieues bourgeoises parisiennes, quand on va dans un parc au milieu de l'après-midi, en fait on voit plein d'enfants blancs qui sont tous gardés par des femmes noires ou asiatiques. Donc ces femmes-là finalement elles prennent en charge le travail domestique, enfin là en l'occurrence il est rémunéré, mais en tout cas qui est dégradé, que d'autres femmes n'ont pas voulu prendre en charge. Donc quand on pense en émancipation, on doit le penser dans une dynamique qui n'opprime pas les autres femmes, et c'est extrêmement difficile. Et aussi penser, quand je parle de vraiment décoloniser le féminisme, c'est le débat qu'on a évoqué tout à l'heure un peu avant d'arriver. C'est la question, par exemple, en France, il y a 2 questions qui divisent les féministes, c'est la prostitution et le voile. Et moi, je fais partie de celles qui considèrent que chaque femme doit disposer de son corps, qu'elle fasse le choix d'effectuer un travail sexuel ou de se couvrir. Et vraiment, le fait qu'aujourd'hui, on voit des femmes se positionner contre les femmes qui font des choix qu'elles considèrent comme étant des choix rétrogrades, c'est un problème, parce que finalement, ce sont toujours les femmes qui se retrouvent victimes, en fait, de lois qui vont leur interdire de s'habiller de telle ou telle manière. Enfin, vous avez peut-être vu cette image qui a choqué le monde de cette femme française qui était sur une plage, qui s'est retrouvée encadrée par des policiers qui lui ont demandé de se déshabiller. On se demande, mais enfin, où est-ce qu'on est ? Donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans, on lui aurait demandé de s'habiller. Aujourd'hui, on lui demande de se déshabiller. C'est incroyable. Et encore une fois, c'était des hommes qui sont venus, et ça au nom du féminisme et du respect des droits des femmes. Donc je trouve au nom d'un certain principe de la laïcité. Et donc toutes ces problématiques sont très compliquées aujourd'hui, effectivement, à déplier. Est-ce que vous pensez que dans le féminisme, il doit y avoir une morale, un code, une charte? C'est très compliqué, vous venez de le rappeler. Les jeunes femmes en France, certaines jeunes femmes se disent pas féministes. On a vu dans notre pays étrangement que il y a eu énormément de gens dans la rue pour la manif pour tous, que le mariage pour tous en France a créé une espèce de... l'expression d'une révolution silencieuse qu'on n'attendait pas du tout. On n'attendait pas du tout de voir autant de gens qui étaient contre le mariage pour tous. Donc, il y a une espèce de cousinage un peu vénéneux et jamais tellement explicité ni déplié entre les gens qui sont contre la liberté des mœurs et les gens qui sont pour l'expression de la liberté des femmes. Qu'en pensez-vous, toutes les trois? Alors, je pose d'abord la question à Rokia. Alors, c'est vrai que les manifestations contre le mariage des couples homosexuels ont donné en fait corps à une contestation conservatrice qu'on ne voyait pas
et qui s'exprime beaucoup dans l'élection présidentielle en France, en ce moment Fillon même. Est très proche de Sens commun, qui est une émanation Sa manif au Trocadéro dimanche dernier a été organisée par le mouvement qui a organisé la manif pour tous. Voilà, et qui a aussi organisé un défilé contre l'avortement tout récemment à Paris. Donc voilà, à Paris. Donc il y a des choses très étranges qui se passent. Il y a ça, il y a ce retour du conservatisme, mais en même temps, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui se produisent, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles revendications qui n'avaient pas vraiment d'existence visible avant, qui sont nées vraiment grâce à l'activisme qui existe sur les réseaux sociaux. Vous avez évoqué le mouvement pour les vies noires aux États-Unis, qui est vraiment né sur Internet, qui est né d'un hashtag de trois femmes en plus, dont 2 qui se revendiquent queer. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, parce qu'il faut aussi rappeler que dans tous les mouvements, pas seulement dans les mouvements pour les femmes, mais dans tous les mouvements d'émancipation, les femmes ont toujours été actives, mais beaucoup ont été effacées de l'histoire, quoi. Aux côtés de Martin Luther King, il y avait des femmes dont on ignore les noms aujourd'hui, mais elles étaient présentes, elles ont largement contribué à l'émancipation des Noirs américains, et c'est pareil partout dans le monde. Donc aujourd'hui, ces femmes-là sont visibles et prennent le micro. Et par exemple, moi, il y a une problématique que je trouve intéressante qui n'était pas du tout audible auparavant, c'est la problématique du harcèlement de rue. C'est-à-dire qu'avant, toutes les femmes considéraient que c'était normal en fait de se faire pourrir par tous les mecs dans la rue, dans le métro, etc. Et grâce en fait à une jeune femme en fait qui est graphiste, qui a monté un Tumblr, donc un microblog de photos qui s'appelle Pay Tachnek, qui a décidé de collecter en fait toutes les phrases que les femmes vivaient dans la rue, etc. Et grâce à d'autres femmes, une femme en Belgique qui a filmé aussi les commentaires qu'on lui faisait lorsqu'elle se baladait dans les rues de Bruxelles, on s'est rendu compte que c'était anormal. Et en fait, plein de femmes qui vivaient ça de manière isolée ont pu mutualiser un petit peu leur expérience et leur donner vraiment une résonance nationale. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux sont un espace peut-être qu'on en parlera du harcèlement en ligne, parce que j'ai fait un documentaire sur ça, parce que justement, en tant que femme qui s'exprime publiquement, moi j'ai été victime d'une menace de viol, j'ai dû engager un procès. Enfin voilà, c'est que les femmes qui s'expriment sont toujours envoyées à cette condition de femme, mais en même temps, on a des possibilités d'exprimer et de faire monter des voix qui n'existaient pas auparavant. Donc les conservateurs les utilisent, ces moyens-là, mais nous aussi, on a cet outil-là qu'il faut vraiment valoriser et qu'il faut vraiment investir, parce qu'il nous permet de contourner une espèce de doxa conservatrice qui a une force de frappe, mais qu'on peut vraiment aujourd'hui contrecarrer d'une manière qui était impossible auparavant. Si la marche de Washington a donné lieu à autant de marches dans le monde, c'est parce qu'il y avait Internet et les réseaux sociaux qui ont pu donner un écho et mobiliser des gens. 700 marches, c'est juste incroyable. Ça n'aurait pas été possible il y a 10 ans, il y a ne serait-ce que 10 ans. Alors, sur la définition du mot féminisme, j'aimerais bien avoir votre avis, Agatha. Et sur, est-ce que le féminisme doit être l'expression de toutes les libertés? Tout à l'heure, et c'est vrai que ça divise beaucoup les féministes en France, mais pas seulement en France, est-ce qu'une femme voilée peut porter atteinte à la liberté d'être une femme? Il y a des féministes qui, au nom de leur féminisme, disent « c'est un scandale que les femmes soient voilées ». Aux États-Unis, Françoise, elle doit rigoler quand on se pose ce genre de questions, parce que ça n'existe même pas, cette problématique. Donc, quel mot donner et quelle définition donner du mot féminisme aujourd'hui, Agatha? Bon, je suis féministe de très longue date. Très longue date, depuis que vous étiez dans votre berceau, alors, parce que vous êtes tellement oui, c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Vous aviez une mère féministe? Pas exactement. C'était vraiment une réaction contre ce qui s'est passé autour de moi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'adore le féminisme justement pour le fait qu'il s'exprime toujours en pluriel. C'est pas un féminisme, ce sont les féminismes. Je pense qu'avec cette pluralité, voilà, on peut tirer la leçon pour la démocratie toute nouvelle. Parce qu'avec les nouveaux médias, on voit maintenant qu'on peut partager les mondes, qu'on peut partager les mouvements sociaux très facilement. Et on peut vraiment, comment on dit, créer des problèmes, des conflits, utiliser les uns contre les autres. Et je pense que nous, les féministes, puisque nous n'avons pas eu l'accès au mainstream média, par exemple,
nous avons appris d'assumer. Voilà, nous sommes pluriels, nous sommes diverses, nous ne partageons une seule opinion, à chacun son opinion, en fait. Mais on peut agir ensemble. Et je pense que ça, c'est l'avenir de la démocratie. C'est une des raisons que j'appelle pour une nouvelle démocratie, la démocratie féministe. Je pense que c'est le temps pour ça. Qu'on utilise ces modèles de pluralité assumés pour rejeter ces modèles d'unité imposée, ce qui se passe maintenant dans la démocratie occidentale, ou dans les démocraties presque partout dans le monde, là où on a emprunté les solutions démocratiques sans vraiment les repenser. Parce que je vois maintenant comment ça marche différemment aux États-Unis, au niveau des États, ou en France, qui est aussi une démocratie très bien établie, et comment il était facile de détruire la démocratie en Pologne. Justement parce qu'on a joué cette unité imposée, obligatoire. Voilà, vous n'êtes pas unité, voilà, vous avez perdu. Et nous, les féministes, nous comprenons qu'on peut faire autrement, qu'on peut être diverses et toujours agir ensemble. C'est justement la leçon qu'on tire du marche de Washington Women's March. Donc je pense que ça, c'est aussi l'avenir de la politique, l'avenir de la démocratie, si on veut la voir survivre, ces batailles de backlash. Merci beaucoup, Agatha. Françoise? So I'll give you an example of feminisms and how they work together. So in the United States, on reproductive issues, we have different experiences depending on who we are. If we're a black woman, a migrant woman, a white woman, a middle-class woman, rural, urban, right? Si on est une zone rurale ou d'une zone urbaine, parce que ce sera lié à l'accès aux services, aux informations, à toutes sortes de discriminations auxquelles on est confronté. Et Rokhaya l'a très bien expliqué. Ce qu'il y a d'intéressant par rapport à ces féminismes multiples, c'est que ces expériences différentes nous enrichissent mutuellement, mais également nous posent des défis. Et pendant longtemps, aux États-Unis, la bataille était définie sur le terrain de la reproduction et de la fertilité. C'était les droits à la reproduction. Donc on a là le droit juridique d'accéder à des avortements. Mais les femmes de couleur ont déclaré, mais ça ne fonctionne pas très bien pour nous. C'est nécessaire, et ce n'est pas suffisant pour nous, pour nos communautés, car nous avons un problème d'accès et de pouvoir nous le payer, parce que depuis 1976, lorsque le gouvernement fédéral a passé un amendement interdisant le financement le soutien financier à des femmes à bas revenus pour un avortement. Donc voilà, donc il ne faut pas seulement les droits juridiques, on a besoin de justice. Et tout le concept de justice reproductive a été mis au programme féministe par les femmes de couleur. Et ça, évidemment, ça a lancé des défis à toutes ces organisations qui parlaient des droits à l'avortement. Et elles ont dû repenser leurs programmes et leurs demandes pour les élargir. Et elles ont dû mettre en question certains modèles néolibéraux de gouvernement et la façon de financer des services sociaux où on a imposé de plus en plus de coûts aux individus. Donc, ces féminismes sont très très riches parce qu'on se lance des défis, on se remet en question. Mais il ne faut pas tomber dans le piège que tout fonctionne, le relativisme culturel. Je pense que l'autonomie des femmes en tant qu'individus et les choix individuels des femmes doivent être au cœur du féminisme, car sinon tout est perdu.
puisque nous discutons donc du port du voile, du travailleur du sexe, si tout cela n'est pas au centre des discussions, alors je ne pense pas que nous allons pouvoir garder la cohésion du féminisme. Je crois qu'il y a peut-être des questions dans la salle, et puis j'appelle la personne qui a organisé la manifestation à Genève, où, paraît-il, il y avait beaucoup de monde, à s'exprimer, à donner son point de vue et à expliquer ce qui se passe ici à Genève. Bravo, bravo. Merci. Tout d'abord, je vais préciser que ce n'est pas moi en personne qui l'ai organisé. Je l'ai co-organisé avec Karen Olson, qui se trouve à ma droite ici. Donc c'est à elle que vont les applaudissements avant tout. Et effectivement, merci de l'invitation. Merci au festival aussi d'entendre nos voix également, notre expérience. Pour rebondir sur ce que vous suggériez, nous étions entre 2000 et 2500 à Genève, donc le 21 janvier dernier. Et à nouveau quelques dizaines il y a quelques jours, donc le 8 mars. Et à cette occasion, j'ai pu faire l'expérience de ce que ça signifiait que d'être des féministes multiples et diverses. Il s'est agi donc précisément de concentrer la question féminine dans notre propos, la question politique aussi, et puis dans l'élan de ne pas oublier cette intersectionnalité, c'est-à-dire de ne pas représenter en tant que femme blanche rémunérée, éduquée, avec des études longues, potentiellement un soi-disant agenda commun. Et donc nous sommes encore en prise avec cela de manière globale, ce qui me donne également beaucoup d'espoir en tant que binationale américaine et suisse, c'est qu'il y a cet élan abroad, dans le clan, je pense, aussi bien démocrate que républicain, mais en tous les cas, connaissant le démocrate, il y a réellement des actions qui se font ici pour combattre et pour résister et pour dénoncer également les abus de l'autre côté de l'Atlantique. Ce qui me donne espoir aussi, c'est que nous agissons de manière locale, tant que possible. Le 8 mars a été dévolu, enfin vraiment dévoué à cette question d'inégalité salariale en Suisse, qui continue d'être une réalité. En France aussi. Et en France aussi, sans aucun doute, dans beaucoup de pays de l'Union européenne, que nous en avons vu dans le documentaire cet après-midi. Et la question reste urgente. 20%, c'est ce chiffre-là qui sépare donc des salaires à compétences égales entre hommes et femmes. Et je pense que nous avons tous, hommes et femmes, précisément ce devoir, je dirais vraiment cette responsabilité d'une part de se parler, d'autre part de regarder des images qui peuvent peut-être choquer les sensibilités des uns et des autres, pour précisément voir ce que signifie cette différence corporelle, inscrite précisément dans une question comme l'avortement, et de se poser les questions qui, elles, sont fondamentales, et elles sont intersectionnelles et réellement communes à nous. Donc voilà ce que je pouvais dire dans l'immédiat à propos de la Women's March, mais peut-être aviez-vous d'autres suggestions à ce sujet ou dans notre action ? Non, je voulais savoir s'il y avait d'autres questions dans la salle, s'il y avait des témoignages, des réflexions, des problématiques et des interrogations à poser à nos trois ambassadrices d'un féminisme divers. Oui, ben je vois qu'il y a pas mal de questions. Bonsoir. Moi, je voulais juste aussi apporter une petite précision par rapport à la Suisse, qu'en fait, il y a plein de gens qui ne savent pas. C'est qu'en 2000, il y a eu une modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Et du coup, les ayants droit, ils ont maintenant légalement le droit de renoncer à des prestations remboursées par l'assurance de base. Et dans ces prestations, c'est inclus l'IVG. Du coup, il y a des assos comme ProLife et l'Aide Suisse pour la mère et l'enfant qui ont fait des partenariats avec des assurances, dont Elsana et le CSS, et en fait qui proposent de renoncer au remboursement pour l'IVG. Du coup, en fait, vous pouvez écrire comme quoi vous allez renoncer à vos prestations, mais en fait, si après vous avez vraiment besoin d'être remboursé et de faire une IVG, normalement, l'assurance, elle est tenue quand même de vous rembourser l'IVG. Vous devez seulement faire une révocation et après un changement d'assurance. Le truc, c'est qu'en fait, je pense que ça se fait pas comme ça risque d'être compliqué. En plus, dans certains contrats, il y a un truc où vous devez faire signer à vos enfants qu'en fait, ils vont pas eux non plus faire une IVG, etc. Et je voulais juste aussi vous lire
Voilà, Pro-Life, dans son site internet, ils expliquent quand même que chaque assuré doit être conscient de la suppression des prestations que cet acte entraîne en cas d'avortement. Et l'association pour l'aide suisse pour la mère et l'enfant, ils disent que la personne concernée ne devrait pas... Ah oui, et en fait, ils passent sous silence que... Enfin, les deux, elles passent sous silence que, en fait, les personnes, si elles ont vraiment besoin de se faire rembourser, elles peuvent le faire. Mais du coup, voilà, en fait, ça, c'est nouveau, c'est un truc qui ne sait pas, et je pense que c'est vraiment aussi important, si vous voulez écrire à Elsan, à SCSS, pour leur dire de ne pas faire des contrats comme ça avec des gens qui mentent, en fait, et puis qui mettent vraiment de la pression sur les femmes. Et je voulais aussi dire que le 8 mars, il y a eu aussi une autre manifestation la nuit, et qu'on était 950, et que ça s'est pas été vu dans la presse, mais qu'en fait, il y avait quand même 950 personnes qui étaient dehors. Et du coup, voilà, je voulais aussi dire ça parce que c'était chouette. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ces informations. Il y a quand même un vent mauvais pour les femmes, parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais pensé que ce genre d'attitude vis-à-vis du corps des femmes, de la liberté du corps des femmes, des combats qui ont été menés par des hommes. En France, je rappelle quand même que c'est un homme de droite, Valéry Giscard d'Estaing, qui a autorisé pour nous l'avortement, et c'est une femme, Simone Veil, qui était à l'époque ministre de la Santé, qui a été portée juridiquement ce combat pour l'avortement et le droit à l'avortement. Ça n'a pas été sans mal, mais on pensait que c'était fait à tout jamais pour nos filles, pour nos petites filles, et entendre ce vent mauvais contre le corps des femmes, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Alors je vois que les jeunes générations sont très optimistes par rapport à l'avenir du droit des femmes, à la liberté d'expression des femmes grâce à Internet, mais vous avez eu raison de le préciser, il y a aussi beaucoup de provocations et aussi de mise en abîme du droit des femmes et de perversion dans certains réseaux sociaux. Donc il faudra qu'on trouve des moyens... là aussi, collectif et solidaire pour assurer nos propres libertés. Je crois qu'il y avait d'autres questions tout à l'heure dans la salle, d'autres mains qui se levaient, non? Oui, mademoiselle. Merci beaucoup. I'm going to ask this question in English, but I understand. Vous posez la question en anglais. Vous avez parlé de ce qui divise les féministes et les gens sur la question du féminisme. Mais c'est un sujet dont on discute beaucoup, c'est la discrimination positive. Et on s'est dit aux États-Unis que de voir vers l'avenir, c'était de voir quelle est la discrimination positive pour les femmes. Est-ce qu'il va aller passer par une période de discrimination positive en faveur des femmes pour arriver à l'égalité entre hommes-femmes? Allez-y, Agatha. Je pense que la discrimination positive est un concept obsolète actuellement, pas parce qu'on n'en a pas besoin. Bien sûr qu'à l'évidence, on en a besoin, puisque la situation des femmes et des hommes est toujours inégale. Mais on a inventé d'autres mécanismes qui sont beaucoup plus larges, à grande échelle, que ces outils spécifiques par rapport à la discrimination positive. Par exemple, le mainstreaming de parité sexuelle, de parité des genres, pardon, c'est toujours encore quelque chose qui nécessite d'être affiné. On voit comment cela change et comment cela a changé notre société en l'espace de quelques années. Peut-être en 10 ans, la situation des femmes était tellement différente. Et je pense qu'on a plus d'égalité maintenant qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Mais nous ressentons que cette égalité, ce concept d'égalité ne suffit plus à lui seul. Et c'est pourquoi il subit des attaques, parce qu'il est faible, parce qu'il n'est pas encore vraiment mis en place. On a besoin d'un nouveau concept. On a besoin d'un nouveau concept de l'égalité, parce que le monde a tellement avancé que l'ancien est archaïque et obsolète. Est-ce que cette réponse vous satisfait? Is it okay? Est-ce que ça vous va?
Moi, j'ai juste une réserve sur le mot discrimination positive, parce que c'est pas de la discrimination, en fait. Et le fait de le dire, ça entretient l'idée qu'on commet une injustice, alors qu'il s'agit simplement de rétablir la justice. Et voilà, les discriminations que subissent les femmes, enfin, et tous les groupes discriminés, sont structurelles, sont liées à une histoire multiséculaire, et il s'agit simplement de rétablir un équilibre, parce que les personnes qui sont... je prends un exemple, quand dans l'Assemblée nationale, au Parlement français, on a moins de 25% de femmes, c'est pas parce que les femmes sont mauvaises, et c'est pas parce que les hommes qui sont là le sont parce qu'ils méritent, en fait. Ils sont là parce qu'ils bénéficient du fait que d'autres personnes sont traitées injustement. Donc quand on fait de l'affirmation positive, on discrimine pas, on rétablit l'égalité. Et je crois que franchement, tous les moyens sont bons. Je pense que toutes les politiques possibles et imaginables pour permettre à des femmes d'émerger à des endroits différents doivent exister. Après, généralement, les politiques d'action positive, elles se font dans des domaines qui sont déjà des domaines compétitifs et bénéficient à des gens qui sont dans des positions qui ne sont pas forcément les positions les plus difficiles. Mais après, on voit que, si je prends l'exemple de mon pays, en France, la loi sur la parité a fait émerger des générations de femmes politiques. Et même si on est loin du compte en termes numériques, il y a quand même des femmes qui n'auraient jamais eu cette visibilité si on n'avait pas imposé l'idée que oui, dans le gouvernement, depuis 2012, on est à parité systématiquement. Et je crois que c'est nécessaire d'agir parfois de manière autoritaire pour permettre à des femmes d'émerger et normaliser leur présence sur la scène publique. Mais encore une fois, je rejoins complètement ce que vous dites. C'est pas du tout suffisant. Il faut vraiment penser à des mécanismes plus complexes et qui permettent à des femmes aussi qui sont à d'autres niveaux de visibilité d'émerger. Oui, merci Rokia. Ce qu'on peut ajouter, c'est que par rapport à ce que vous dites de la discrimination positive, en France, par rapport à ce que vient de dire Rokia, c'est très compliqué parce que toutes les trois, vous dites, il y a l'égalité réelle, les droits des femmes nous ont permis de progresser, il y a l'égalité juridique et l'égalité réelle. Et tout à l'heure, vous disiez absence d'égalité dans la reconnaissance à compétences égales, salaire inégal, ça va de 17 à 25% dans toute l'Europe. Et d'autre part, en ce qui concerne la politique, effectivement, il y a eu un débat féministe très important en France au moment de la parité. Il y avait des femmes comme Elisabeth Badinter qui disaient « Comment ça, quota, quota ?» Mais nous, on fait partie de l'universel. On représente l'universalité puisqu'on fait partie de la définition de l'humanité. Donc, on refuse la politique des quotas. Et puis, il y en avait d'autres qui disaient « Soyons concrètes, soyons pratiques, permettons à de plus en plus de femmes d'accéder aux politiques » qui en France en tout cas est une sorte de sanctuaire très érotisé et où les hommes en profitent pour pouvoir avoir encore plus de capacités soi-disant érotiques. N'empêche qu'effectivement, il y a eu une accessibilité de femmes grâce à la politique des quotas qui a entaillé l'universalité, car nous faisons partie, je crois, de l'universel humain. Et quand on dit l'homme, ça inclut aussi la femme. Mais ça a permis à des nouvelles générations d'arriver effectivement dans le domaine politique, qui reste un secteur très majoritairement masculin. Et en même temps, les partis, vous ne le savez peut-être pas en France, quand la politique des quotas n'est pas appliquée en France, eh bien les partis doivent payer une amende si cette politique des quotas n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée en France. Et tous les partis, sauf le parti écolo en ce moment, eh bien, tous les partis préfèrent payer beaucoup d'argent à l'État, car ils sont punis, plutôt que de laisser des femmes accéder au pouvoir politique. Ça en dit long. Ça en dit long sur notre invisibilité réelle. Donc vous voyez, là, il y a toujours la perversité des hommes par rapport à la loi. Donc effectivement, moi j'adhère complètement à ce que vient de dire Rokia. Tous les moyens sont bons pour essayer de faire accéder à notre réelle égalité. Bon, et Françoise, alors discriminative. Non, je suis d'accord. J'appelle ça l'affirmation plutôt que la discrimination. Affirmative action en anglais. Et ça prend. Il nous faut les deux. C'est sûr qu'il nous faut un gender mainstreaming, c'est-à-dire de vraiment se poser la question de genre partout, mais en même temps, il faut des mécanismes parce que sinon, si par exemple, on regardait les conseils d'administration des grandes entreprises, si on attend que la parité arrive naturellement, ça va prendre à peu près 150 ans. Oui, mais alors attendez une seconde voilà. Sur l'histoire des conseils d'administration.
temps en temps, les hommes croient nous faire des oboles pour essayer de nous calmer. Ça a été le cas en France pour l'accessibilité des femmes, pour qu'il y ait une égalité entre hommes et femmes dans les conseils d'administration. Il se trouve qu'à mon âge, je suis très vieille, je fais partie de 4 conseils d'administration. On ne fait rien. On n'a aucun pouvoir dans les conseils d'administration, à part écouter. Et finalement, de temps en temps, quand on gueule trop, on vous écoute, c'est consigné dans des petits papiers administratifs. Mais ça n'agit sur rien. Ce n'est pas le réel dont il s'agit, ce n'est pas le pouvoir. Donc on arrête de faire croire aux femmes qu'on va leur donner des petites miettes en leur donnant, soi-disant, une pseudo-visibilité. Je suis d'accord avec ça. C'est pas, le but de cet exemple, ce n'était pas de monter ça comme si c'était vraiment un acquis qu'on recherchait. C'est un début, mais allons plus loin. Non. Ce que je voulais dire, c'est que là ou ailleurs, si on laisse les choses progresser, soi-disant naturellement, ça va prendre 150 ans, parce qu'ils avaient fait une analyse de... Vous êtes optimiste, 2000 ans. Alors, donc, il faut vraiment des mécanismes ciblés, sinon on ne va pas y arriver. L'autre chose, c'est que moi, je le vois à l'international, on fait beaucoup de travail de pression auprès des gouvernements aux Nations Unies, avec des groupes de femmes de partout dans le monde. Et ce qu'on voit, c'est clair, c'est que quand on est là, les groupes de femmes, et qu'on est là chaque jour et qu'on les suit à la trace, et qu'on met le texte entre leurs mains pour que les droits des femmes soient reconnus dans le document qui va être adopté après la négociation, c'est dedans. Si on n'est pas là, ils oublient. Ah oui, mais même sur des sujets où on pense que la question des femmes devrait vraiment être mentionnée, comme l'éducation, par exemple, le travail. Là, il y a la commission sur le statut de la femme en ce moment aux Nations Unies, une réunion de 2 semaines. Le sujet, c'est les femmes dans le monde du travail. Et encore une fois, il y a plein de sujets. Si les groupes de femmes ne sont pas là, ça retombe dans des trucs très basiques. Il n'y a pas tout l'aspect intersectionnel, l'aspect éducation des filles, l'aspect santé sexuelle, santé de la reproduction. Donc, ce que je constate, c'est que si on n'est pas là, les groupes de femmes, pour faire pression, on n'est même pas dans le texte. Et si on n'est pas là, en plus, il n'y a que certains éléments que les hommes reconnaissent qui sont dans le texte. Il faut vraiment qu'on soit présente et qu'on soit constante. J'ajoute qu'on a besoin des hommes féministes et il y en a beaucoup plus qu'on ne l'imagine. C'est vrai. Autre question ? En haut ? Oui. Ah, pardon, mais on ne voit rien, vous savez. Ah, voilà, je vous vois là. Heureusement que vous êtes manifestés. Voilà, c'est parce qu'on a les lumières. Merci. Hello. My name is Waleska Pareja. I come from Ecuador. Alors, je viens d'Équateur, donc très sympa de voir mon pays. Je voudrais partager quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, c'est vrai qu'on a des femmes incroyables qui travaillent. Veronica Vera, Manuela Villafuerte, these people appear in the movie, in the documentary, but mais je voudrais aussi partager avec vous le fait que nous avons beaucoup de femmes qui sont criminalisées parce qu'elles se sont fait avorter. Et nous avions nos différents codes, plusieurs codes pénaux. On a un nouveau code pénal maintenant, avec les mêmes dispositions, et avec les mêmes dispositions pénales. Et plus de 200 femmes, de jeunes femmes, d'adolescentes ont été jetées en prison parce qu'elles se sont fait avorter. Alors avant, il y avait les mêmes dispositions, elles n'étaient jamais appliquées. Oui, nous devons... Je voudrais juste vous expliquer la situation. Nous devons nous battre, pas seulement auprès des autorités, des législateurs, mais il faut agir aussi au niveau du langage utilisé, les blagues, etc. Et donc, j'étais contente de voir mon pays à l'écran. Vous pouvez en savoir plus sur notre pays. Comme l'a dit Madame, on a tendance à ne penser qu'aux femmes blanches. Alors, il y a des femmes noires, des femmes d'Amérique latine, les femmes autochtones. Et la diversité est impressionnante, non seulement dans mon pays, mais à travers le monde entier. C'est très important ce que vous venez de nous apprendre. Et peut-être, Françoise, vous qui travaillez sur le plan international, on peut peut-être essayer de faire la cartographie de ce qui se passe en ce moment et des principaux combats. Merci beaucoup. Je pense que c'est très important de le mentionner. Et quand vous avez des lois progressives, les femmes vont
en prison. Alors, nous avons des femmes en prison en Équateur, au Salvador. Et il y a des médecins aussi qui se retrouvent derrière les barreaux. En Pologne, vous voulez mettre les maris aussi? Alors, un mari qui aide sa femme à avorter va être puni aussi par la loi, même si la femme n'est pas punie. Qui assistent. Enfin, vous avez des maris qui sont derrière les barreaux, là, en ce moment même, où nous parlons? Non, parce que c'est bien sûr une loi difficile à appliquer, mais la disposition, elle existe, hein, elle existe dans le système juridique. Donc, bien sûr, ça a un effet paralysant, bien sûr. Et, toutes ces lois, elles ont tendance à être appliquées de façon discriminatoire envers les femmes migrantes, les femmes de couleur. Si vous regardez les pays où il y a beaucoup de femmes en prison, c'est souvent malheureusement des femmes pauvres, des femmes de couleur, et les femmes riches pourront toujours obtenir leur défense et pourront justement trouver les moyens de s'en sortir, mais ce sont les femmes pauvres, les femmes qui habitent dans les zones rurales qui n'auront pas accès au système et qui vont justement devoir faire appel au circuit clandestin, on va dire, et vont se retrouver justement punis. Et c'est ce qui est au cœur même du problème. Il faut continuellement le remettre sur la table. This is an opening to something that I'm trying to say wherever I go. Alors, il y a ce vieux concept de Karl Marx des libertés vraies et formelles. Et l'égalité est un idéal. C'est une idée, c'est un idéal. Mais quand même, les libertés formelles et réelles sont toujours en divergence, en décalage, on peut dire. Et c'est pour nous de travailler ce décalage, pour avancer, pour s'approcher à cet idéal d'égalité. Parce que, par exemple, voilà, en Pologne, les femmes riches ont les libertés réelles d'avorter, pas de problème. Mais en revanche, formellement, elles sont libres à travailler aux conditions égales avec les hommes, et ça ne marche jamais, même pour les femmes très riches. On voit maintenant qu'on a une disproportion des salaires entre femmes et hommes aux positions de managères d'environ 25-27%. Donc c'est vraiment grave. Et on voit que il y a toujours des problèmes de décalage de ça. Et c'est pour moi, c'est exactement le cœur de la politique. De faire marcher ensemble les libertés réelles et les libertés formelles. Mais le féminisme est un mouvement par essence politique dans l'acception la plus haute du politique, c'est-à-dire de la vie de la cité et des relations avec l'autre. Alors, on va être obligé de se quitter. On va peut-être se quitter sur une question que je vous adresse à toutes les trois. C'est quelle est l'importance du féminisme dans le futur et quels sont ses buts prioritaires? Agathe. Bon, on peut commencer maintenant par indiquer que c'est la mentalité qui compte. Que la mentalité, c'est le frein principal pour les libertés réelles. Même si on a les lois en place, déjà octroyées, déjà en vigueur, si on n'a pas d'imagination de faire les choses, on ne les fait pas. Et féminisme nous montre les nouvelles voies, ouvre les nouvelles portes, ouvre les nouvelles possibilités. Si on n'a pas de pouvoir, parce qu'on a très peu de partis féministes en Europe, il y en a quelques, mais qui sont assez faibles politiquement. Si on n'a pas de pouvoir, on peut toujours agir sur l'imagination. Et je pense que ça, c'est la chose principale pour le féminisme à faire, ouvrir l'imagination.
Et c'est aussi la réponse à la question sur la discrimination positive qui, à mon avis, doit surtout agir sur la mentalité, sur l'imagination. De changer les... voilà, c'est ce que Castori a dit, ça appelé les institutions sociales, imaginaires de la société. Bravo, Agatha. Alors, je pense que je vais un peu répéter ce que j'ai dit, mais je crois vraiment que la priorité, c'est vraiment la pluralité des voix et que toutes les voix comptent de manière égale et que le féminisme ne soit plus centré autour de quelques points de vue, mais qu'ils parviennent à tenir compte de toutes les perspectives et de toutes les voix. Et la deuxième chose, c'est une question qu'on a peu évoquée, mais c'est vraiment la question des violences contre le corps féminin. C'est une arme de guerre, c'est une arme quotidienne. Et pour moi, c'est vraiment la question prioritaire qu'il faut régler parce que les femmes subissent des violences, et ça dans tous les pays de manière absolument atroce. Et je trouve que ce sont des violences qui ne sont pas sanctionnées. Donc vraiment, la sécurité pour les femmes, c'est une question, à mon avis, fondamentale et prioritaire. Françoise? So agree. Je suis d'accord. Je ne vais pas le répéter ce qui a été dit. Je suis d'accord. J'aimerais ajouter un autre point. Alors, vu ce qui a été accompli par les mouvements féministes, et on parle, rappelez-vous, le droit de vote, et donc la route est longue, et tout ce qui a été acquis est le résultat d'organisations féministes vient de la pression, de la mobilisation. Alors, on n'a rien donné aux femmes parce que les hommes avaient envie de le donner. Non, donc les femmes ont dû se battre pour obtenir ce qu'elles ont obtenu. Et de nouveau, c'est nous qui avons demandé ceci et cela, et on ne va pas s'arrêter à mi-chemin. Et alors, les mouvements des femmes et les mouvements féministes doivent obtenir le maximum de soutien pour faire le travail. Alors, on parle de salaire inégal. Les mouvements de femmes continuent à travailler avec des budgets qui sont des peaux de chagrin. Et le budget moyen d'un groupe de femmes, c'est $20 000, une association de femmes, pour faire tout ce qu'ils font. C'est très, très peu par an. Donc, vous n'avez même pas l'argent pour payer le staff. Alors, nous avons besoin de donateurs. J'espère qu'ils nous écoutent. Donc, on a besoin d'argent pour aider les associations de femmes qui travaillent jour et nuit, et sans lesquelles on n'aboutirait à rien du tout. Thank you. Thank you, Agatha. Thank you, Françoise. And I'd like to thank the audience. Many women, and we're going to need as many feminists as possible. And it's not because one's a woman that one is a feminist, unfortunately. Alors, je prends mon courage à deux mains. En tant que représentant non qualifié as a non-qualified representative of the other gender, so an observation regarding positive action. And Laura Adler, you talked about universality, talking about Elisabeth Badinter and diversity, and this is a serious. Préoccupe tous dans le combat antiraciste. L'universalité et l'égalité ne s'opposent pas. Il n'y a pas d'autre universalité que celle des différences. Et je rappelle, ça va faire plaisir aussi bien à vous, Laura Adler, qu'à Rokhaya Diallo, je suppose. C'est la phrase d'Edgar Glissant qui disait « Je ne connais d'universel que la somme des singularités ». Alors, bon, voilà, ça c'était la petite remarque. L'autre question, je crois qu'il est un peu tard, c'était de vous poser la question au panel de l'égalité sur le plan citoyen. C'est-à-dire, y a-t-il encore des pays dans le monde où les femmes sont privées du droit élémentaire de vote ? Oui, mais vous le savez qu'il y en a. Hein, L'Arabie Saoudite, oui, effectivement. Écoutez, là, je ne suis pas
Je ne peux pas vous dire, il y en a d'autres peut-être, oui. Et en fait, en Arabie Saoudite, ça commence à changer parce qu'il y a au niveau local où il y a eu maintenant permission de voter et même de se présenter. Donc, il y a une évolution là, mais ce n'est pas acquis, ce n'est pas encore universel. On a encore du chemin à faire. Oui. Mais on est là.